Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes en compagnie de Dominique Drouet du think tank Boulet-Gadis. Bonjour. Bonjour. Et Adiciats. Radio Occitanie avec Cédric Rousseau, bien évidemment Cédric. Et Adiciats Pravicien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tient à cœur. Oui. D'un sujet qu'on aime ici, c'est le centralisme. Parce qu'ici, à Radio Occitanie, on aime le centralisme. Nous aimons le centralisme. Non, effectivement, nous allons parler du fédéralisme face au centralisme. Alors pour ça, Dominique Drouet, vous avez longuement mûri justement avec des choses qui peuvent parler vraiment à tout le monde. Pour le coup, puisque moi-même, j'arrive à comprendre plutôt facilement et à quel point je me rends compte qu'effectivement, on marche un petit peu sur la tête, si je puis dire. Alors déjà, en expliquant rapidement, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est le centralisme, et ensuite on viendra au fédéralisme. Alors, effectivement, on vit dans un pays hyper centralisé. Cela est lié à l'histoire de la France. La plupart des pays se sont constitués plutôt par alliance. La France n'a pas été le cas. Ça a été des guerres violentes menées par les gens de l'Île-de-France vis-à-vis de l'ensemble de ce qu'on appelle la province vue de Paris, c'est-à-dire un certain nombre de régions. Cela s'est fait par une grande violence. Et cela a conduit à la volonté d'éradiquer toutes les formes de différences culturelles. Si on regarde simplement nos voisins, les Espagnols, les Allemands, les Autrichiens, les Belges, les Hollandais, ces pays sont des fédérations de régions dans lesquelles toute une partie du pouvoir est et reste à ce niveau-là. Le centralisme, c'est quoi ? C'est faire remonter toutes les décisions dans les mains d'un nombre tout petit de gens pour des décisions qui n'ont 90% des cas, qui n'ont même pas besoin de décision. Le simple fait... les gens sont capables de se débrouiller et de gérer leurs problèmes. Mais là, on veut tout faire remonter pour tout contrôler. C'est vraiment une volonté de contrôle global. Et puis derrière, il faut aussi le dire quand même, parce qu'il y a un aspect fric derrière. Le but, c'est quand même de pomper l'argent dans les régions et de le transférer en Île-de-France. Alors, le modèle des pays décentralisés, on peut parler de la Suisse, c'est un modèle connu, un modèle en plus qui réussit. C'est basé sur un principe fondamental qui s'appelle la subsidiarité. Quand on regarde le dictionnaire français, le mot subsidiarité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire décider au plus près du citoyen et ne transférer au niveau, entre guillemets, supérieur que ce qui ne fait pas de sens au niveau le plus local possible. Je m'explique. On a des communes, on a des régions, on a même des départements au milieu, on a l'État et on a l'Europe. La subsidiarité, c'est je décide au niveau communal tout ce qui fait du sens au niveau communal. Je ne déplace au niveau régional que ce qui ne fait pas de sens au niveau communal. Et je déplace du niveau régional au niveau étatique ce qui ne fait pas de sens au niveau régional. Et au niveau étatique, je déplace au niveau européen ce qui ne fait pas de sens au niveau étatique. La subsidiarité, c'est vraiment la base pour comprendre comment fonctionne un État fédéral versus un État jacobin. Un État jacobin refuse la subsidiarité. Toutes les décisions sont prises par un petit paquet de gens. Dans notre cas, c'est à Paris, où il y a, vous vous rendez compte, il y a 1000 agences d'État, toutes basées à Paris,
qui sont là pour gérer tout. La taille du micro, n'importe quoi. D'accord. Et bien sûr, cela conduit à une harmonisation, à l'absence de différence, à l'absence de culture. Voilà un petit peu la différence entre le jacobinisme ou le centralisme, qui sont des notions très, très voisines, et le fédéralisme, qui a une base fondamentale, qui est la subsidiarité, et le fait aussi de ne pas vouloir couper les choses en morceaux, c'est-à-dire de donner des responsabilités globales à une entité. Alors, déjà, d'un point de vue historique, on va le rappeler, c'est vrai qu'il y a eu ce changement, les gens ont tendance à l'oublier, mais le premier 14 juillet, c'était la fête de la Confédération, qui a glissé après sur la fête nationale. Mais c'est vrai que cette problématique, elle se retrouve sur un problème d'actualité actuelle. Tout le monde nous parle, actualité actuelle, c'était mignon, ça, c'était pas redondant. Tout le monde nous parle qu'il faut régler le problème des agriculteurs, mais il n'y a pas le problème des agriculteurs. Un agriculteur qui est dans ma montagne ariégeoise à 1000 mètres, il n'a pas les mêmes problématiques qu'un agriculteur qui est en Bretagne. Donc c'est des solutions justement qui ne devraient pas être centralisées, qui devraient justement s'adapter au lieu à chaque fois. Mais bien sûr, c'est évident que les réponses à la problématique des gens sont, dans 99,9% des cas, des réponses qui doivent être la plupart du temps données au plus près des citoyens. Alors, bien sûr, on va me dire, l'euro, c'est notre parapluie extraordinaire et l'euro ne pouvait se faire qu'au niveau européen. Très bien, j'accepte et je comprends que, effectivement, une monnaie unique et la force que ça apporte et la stabilité que ça apporte ne pouvait se faire qu'au niveau européen. Très bien. Mais pour la quasi-totalité des problèmes liés à la culture, des problèmes liés au mode de fonctionnement des entreprises, mais arrêtons de vouloir tout centraliser, tout remonter. On se détruit. Et puis, et pire que ça, c'est que ça devient nuisible. Dans mon petit document, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais Yuval Harari nous raconte comment Mikhail Gorbatchev a voulu apprendre à voir comment fonctionnait le capitalisme. Il a envoyé des gens à Londres et puis au bout d'un moment, les gens ont dit mais à Moscou, les gens les plus intelligents travaillent sur l'approvisionnement du pain et il y a des queues partout. Comment ça fonctionne à Londres ? Mais à Londres, il n'y a personne qui travaille sur l'approvisionnement du pain. Parce que tout simplement, les gens se parlent entre eux directement. Et on n'a pas besoin, quand on crée une structure qui, soi-disant, au départ veut aider et puis veut diriger, mais non seulement ça coûte de l'argent, parce que ces gens-là, ils sont très bien payés, d'accord ? Mais deuxièmement, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'à Moscou, de par cette organisation, de par le fait qu'on ne laissait pas les gens se parler directement, il y avait des queues dans toutes les boulangeries. Donc, je veux dire, on est dans la même situation. Je le répète, il y a 1000, au-delà du gouvernement, au-delà de l'appareil de l'État, il y a 1000 agences de l'État qui sont là pour régler tout dans la vie des Français. Et le résultat, effectivement, on le connaît, c'est qu'on est face à une inégalité sociale monstrueuse, et c'est la pire des inégalités sociales. Je le répète haut et fort, le revenu net en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire y compris l'incidence du coût du logement, l'incidence du coût de l'approvisionnement alimentaire, c'est 300% à Paris par rapport à la moyenne de la France. En Allemagne, qui est un pays fédéral, Berlin est à moins 2,7% de la moyenne de l'Allemagne, c'est-à-dire à zéro, quoi. Le revenu à Berlin est le même que le revenu dans les autres régions d'Allemagne. En France, c'est 3 fois plus. Mais vous imaginez ce que ça représente ? Ça veut dire que quand quelqu'un gagne 2500 balles, il en gagne 7005 à Paris, pour le même travail, la même personne. Et la redistribution, c'est-à-dire
les impôts payés par les Français, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'État français redistribue 3 fois plus d'argent par habitant aux habitants d'Île-de-France qu'aux habitants d'Occitanie, de Bretagne, enfin la moyenne des Français. C'est inacceptable. Inacceptable. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. On pourrait vous objecter là-dessus, on va se faire un peu l'avocat du diable, certes, mais bon, c'est pas le même prix, un loyer à Mende, à Lozère ou à Toulouse que à Paris. Mais je parle en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand je dis 300%, c'est pas 300%, c'est 300% en intégrant la différence de coût de vie. D'accord. Et quand je dis à Berlin, c'est moins 2,7%, les loyers à Berlin sont beaucoup plus chers que les loyers à Francfort, par exemple, j'intègre le coût de la vie en parité de pouvoir d'achat. C'est ça que ça veut dire. C'est pareil pour Madrid. D'accord ? La France est le pays le plus jacobin et forcément le pays le plus inégalitaire et le pays dans lequel il y a un vrai vol. La région parisienne et la région Île-de-France dans son ensemble pompent les régions les plus pauvres pour s'enrichir davantage. C'est quand même cette image qu'il faut avoir, parce que quand on parle de décentralisation, il y a 2 grandes objections. Les gens disent, résultat, les régions pauvres vont être encore plus pauvres, et heureusement que la région Île-de-France subventionne les autres. Oui, sauf que les chiffres disent pile le contraire. D'accord ? Totalement l'inverse. Et la deuxième chose, c'est on va arriver à un empire éclaté. Non. Quand les gens sont fiers de leur région, ils peuvent également être fiers de leur pays et ils peuvent également être fiers de l'Europe. Enfin, je veux dire, les gens, on a des appartenances multiples et ce n'est pas en supprimant une appartenance qu'on diminue l'autre, bien au contraire. Et on voit de toute manière que même avec le centralisme, ça marche pas beaucoup le côté j'aime la France, en tout cas de moins en moins. C'est mon petit côté, un petit côté qui penche un peu à droite de ce côté-là, vu que visiblement ce serait de droite. Mais ça n'aiderait pas, surtout que d'autres pays ne fonctionnent pas du tout comme nous, et c'est pas pour autant qu'ils sont détestés de l'intérieur. Donc je vois pas pourquoi, à part pour une question d'argent là-haut et de pouvoir, surtout, je pense, ça ne se passerait pas comme dans d'autres pays. C'est comme la majorité. Il faut bien voir que la totalité des pays sont des pays fédéraux. Enfin, les pays de plus de 400 millions d'habitants. Un pays comme Malte avec 400 000 habitants ou un pays balte avec 2 millions d'habitants, il peut être centralisé. C'est la taille d'un département. D'accord Bien sûr. Mais je crois de toute façon qu'en France, il y a un concept qui est inventé que je trouve génial, c'est la décentralisation centraliste. Parce qu'à chaque fois qu'on nous parle de décentralisation, c'est l'État qui dit, maintenant, les départements, vous allez avoir en charge toute la partie accompagnement dans la vieillesse, toute la partie sociale et tout. Les régions, vous allez vous occuper de ça. Sauf que derrière, il n'y a pas les moyens qui sont rétrocédés par rapport à ça. Je veux dire, on donne les responsabilités, on dit à ces gens-là, maintenant, c'est vous qui allez faire les courses pour nous, mais on ne vous file pas le budget. On est en train de le voir d'ailleurs, il y a des réductions dans le nombre d'emplois et de subventions, que ce soit à la région, que ce soit au département et tout ça. Cédric, c'est pire que ce que tu dis. Si je prends l'exemple des transports ferroviaires, la région Occitanie finance 97% des dépenses des TER. Donc on lui donne les moyens de payer. D'accord ? La région les finance. Par contre, la région n'a pas le droit de faire circuler un train, n'a même pas le droit de mettre en occitan les annonces de l'arrêt des trains comme ça se fait dans le métro de Toulouse. Je veux dire, au mieux, on les fait payer. Le département, on ne peut pas dire que c'est de la décentralisation.
98% des dépenses du département sont fixées par des règles étatiques. Le patron du département, il ne peut rien faire. Il y a quelqu'un qui est dans telle case, eh bien, il doit lui payer tant. Et c'est tout. Et point final. C'est pas ça la décentralisation. C'est pas ça. La décentralisation, c'est de dire, comme en Allemagne, comme en Espagne, l'éducation des enfants au primaire, c'est de la responsabilité des communes. Il y a une obligation d'atteinte d'un niveau. Donc, on vérifie que les enfants, à la fin du CE1, ils savent faire ça, du CE2, ils savent faire ça, d'accord ? Et puis, c'est les communes qui recrutent, c'est les communes qui gèrent, et on va voir que les remplacements des enseignants absents, si c'est géré au niveau de la commune, mais il n'y aura aucun problème. Le problème, il est uniquement, comme avec Gorbatchev, parce qu'il y a quelqu'un qui veut gérer le pain, et il y a quelqu'un qui veut gérer l'enseignement au niveau national, ce qui fait que dès qu'il y a un enseignant absent, il n'y a plus personne pour le remplacer. Si on demandait au maire de gérer ça, mais il se débrouillerait, et il le ferait très bien. Il le ferait très bien. Le centralisme est mortifère. Mortifère. C'est coûteux, c'est sur le plan social totalement inégalitaire. Sur le plan des revenus, c'est une pompe à fric pour la région qui décide, puisque par définition, dans un centralisme, il n'y a qu'une seule tête. D'accord ? Pourquoi les 1000 agences de l'État en France sont toutes en Île-de-France ? Pourquoi ? Pourquoi il n'y en a pas une dans l'Ariège ? Ah non, qui gardent leur poubelle à Paris. Il ne faut pas déconner non plus. Non, mais c'est inacceptable. Inacceptable. Résultat, on a une France à deux niveaux, une France qui rame, une France qui essaye de se battre, une France qui essaye de développer sa culture, sa gastronomie, son architecture, et puis une qui profite et qui vit dans l'opulence. Et c'est inacceptable, c'est inacceptable. C'est inacceptable humainement. Alors le résultat de ça, c'est les gens se sentent totalement irresponsables. Ah oui, on est parce que forcément, on décide rien. Personne ne décide rien. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, il y a des Länder à peu près dans tous les partis politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec un vrai pouvoir. Je vous rappelle que Carles Puigdemont, quand il s'est fait arrêter en Allemagne, Angela Merkel a dit « Moi, je suis désolé, je n'ai pas la compétence ». Il a été arrêté dans le Land de, je ne sais plus lequel, Schleswig-Holstein, je crois. C'est le Land du Schleswig-Holstein qui décide comment le juger, ce qu'il doit faire, etc. Et qui a décidé que non, il était libre de circuler. Mais imagine ça en France. Mais c'est inimaginable. Inimaginable. Les lois doivent être différentes selon l'architecture doit être différente, les vacances scolaires doivent être différentes, la gastronomie doit être différente, l'éducation doit être décentralisée totalement, la santé doit être décentralisée totalement. Les trains, c'est la région qui paye aujourd'hui les trains, elle n'a pas le pouvoir de faire circuler un train. Mais bon sang qu'on dise à la région, vous êtes responsable des trains et puis vous les gérez. Vous en payez 97%, mais vous allez payer 100% et terminé. Et puis c'est votre responsabilité. Vous prenez un opérateur, vous n'en prenez pas, vous gérez vous-même vos trains, débrouillez-vous. Est-ce que justement, il ne manque pas quelque part une échelle ? Parce que tu disais, le local est géré par le communal, un peu plus, il y a le département, la région, l'État et après l'Europe. Mais moi, par exemple, Toulousain, voire même Ariégeois, demain, je veux monter une entreprise, je cherche une grande ville avec qui bosser, je ne vais pas forcément me tourner vers Paris, je vais me tourner vers Barcelone. Donc il y a aussi cette notion justement d'Eurorégion, il y a aussi des choses qui existent, qui ont une réalité de terrain pour moi, comme la CTP, le Comité technique des Pyrénées, qui récampe toutes les régions qui sont touchées par les Pyrénées.
que ça soit l'Euskadi, que ça soit toute la partie occitane, toute la partie catalane, la partie aragonaise et l'Andorre. C'est une des rares choses dont l'Andorre est membre, vu que l'Andorre n'est pas membre de l'Union européenne. Est-ce que justement, il n'y a pas besoin aussi, je ne dis pas d'en finir avec la France, de casser la France et tout, mais de penser à une autre échelle, parce que voilà, on le retrouve par exemple sur la bouffe, quand on nous dit qu'il faut manger français. Moi je regrette, non, moi je dis qu'il faut manger local, et pour moi local c'est plus une tomate qui vient de Catalogne qu'une tomate qui vient de Lille. J'ai rien contre les Lillois, mais je veux dire en termes d'écologie, en termes de tout ça. En termes d'écologie, à défaut que les tomates catalanes, et donc on va pas se mentir espagnoles, n'ont pas les mêmes normes, parce que ça aussi l'Europe c'est très rigolo, c'est que chaque pays n'a pas les mêmes normes selon le pays. C'est pour ça que les agriculteurs sont pas contents en ce moment. Je préfère une tomate, pour le coup, excuse-moi, française, qui a des normes plutôt bio, éthiques, que des tomates qu'on fait pousser en hiver en Espagne. La température n'est pas la même aussi. C'est pas la même, mais bon, c'est pas non plus exagéré, je pense. Non, mais sinon, il est évident que le budget de la région Occitanie, c'est sensiblement un petit peu moins peuplé que la Catalogne, mais pas, il y a 1 million d'habitants moins, d'accord. Le produit intérieur brut, maintenant c'est le même, d'accord, puisque la Catalogne progresse et que l'Occitanie a plutôt tendance à stagner en termes de produit intérieur brut par habitant, c'est autour de $25 000, hein, d'accord. Eh bien, le budget de la région Occitanie est égal au budget du ministère de l'Environnement de la région Catalogne. C'est chouette, ça. D'accord ? Donc, si tu veux, la région Occitanie, les régions en France sont des nains. Et c'est vrai que... ou alors les Catalans ont tout misé sur l'environnement. C'est peut-être explicable comme ça aussi. Mais bon... mais non, mais attends, les écoles, les lycées, les universités, la santé, les trains, les infrastructures, les autoroutes, tout ça, naturellement, est du domaine soit communal, soit régional. Et il n'y a pas de raison que ce soit étatique. C'est pas à l'État de s'occuper de l'autoroute entre Toulouse et Castres, de décider s'il faut le faire ou pas. C'est pas son problème. De toute façon, là, dans tous les cas, c'est Vinci à la fin qui s'en occupe. Non, quoi. C'est pas Vinci dans ce cas précis, c'est Atosca. Mais peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas... tu parles de Vinci, le copinage qui a été fait en confiant, c'est Chirac qui a fait ça avec De Villepin, en confiant à 3 ou 4 copains parisiens une manne considérable qui est celle des autoroutes, c'est l'exemple même de quelque chose de scandaleux. Si ça avait été géré au niveau régional, il y a 16 régions, il y aurait déjà probablement 16 sociétés différentes. Donc ce serait pas, on parlerait pas de la même chose. Si en la matière, il reste une exception notable, d'ailleurs justement, la preuve, la Bretagne, où en Bretagne, les autoroutes sont gratuites. Je ne saurais plus par quel phénomène c'est dû, il y a une raison historique et tout ça, mais en Bretagne, les autoroutes sont gratuites. Non mais si, c'est très connu. C'est quand Anne de Bretagne a intégré la Bretagne à la France. Elle a négocié la gratuité des autoroutes. Elle était visionnaire. Visionnaire, les Bretons, ils l'aiment bien. Mais enfin bon, c'est elle qui a fait perdre à la Bretagne son indépendance quand même. D'accord. Elle a signé un document dans lequel c'est écrit qu'il n'y aura pas d'octroi en Bretagne. Et donc quand c'était du temps de Giscard, on a commencé à faire les premières autoroutes à péage. Les députés de la région Bretagne ont levé le doigt et ont dit attention, chez nous, ok, autoroute oui, mais péage non. D'accord ? Donc ils ont fait des 2 fois 2 voies dans tout le... Rennes valait bien une gratuité d'autoroute, on va dire comme ça. Vous parlez aussi de la culture. Parce qu'on parle autoroute, on parle argent, on parle... vous donnez des exemples, notamment sur Radio France, par exemple,
qui malheureusement... Alors, après, je crois que c'est propre aussi à l'Occitanie. Ici, Occitanie, maintenant, ex-France Bleu, parce que dans le Périgord, par exemple, eux, ils se sont complètement décentralisés. Dans le Périgord, il y a une place énorme pour l'occitan qu'on n'a pas ici. C'est un ami à nous, d'ailleurs, Nicolas Peuch, qui le fait. Qu'on embrasse. Ouais. Donc, il y a Laurent Labadie aussi. Laurent Labadie, exactement. Et c'est vrai que dans quand même la majorité des radios France, ça a l'air un petit peu compliqué, ne serait-ce que de parler, vous dites, de passer du Francis Cabrel. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça, justement, du point de vue culturel? On peut lire, il y a 4 lignes. Hein. Ouais. J'aurais tant aimé vivre dans une France qui soit la patrie des droits de l'homme et donc respectueuse des cultures et des histoires qui l'ont constituée. Hélas, les cultures de France sont niées, peu à peu oubliées, ramenées au rang de folklore. Les langues de France ne sont ni reconnues, ni enseignées, ni même légales. Radio France interdit même à France Bleu Occitanie de passer de la musique en occitan, même de quelqu'un de reconnu comme Francis Cabrel. Géraud Delbès fait une superbe émission à France Bleu Occitanie. Et bien Géraud Delbès n'a pas le droit d'illustrer son émission avec de la musique en occitan. C'est vraiment un mépris. Je ne sais pas comment le dire. Ça pousse, c'est un pouce au crime, quoi. C'est mépris, en plus, le mépris des auditeurs et surtout des Toulousaines et Toulousains, parce qu'à Toulouse, pardon, mais c'est très présent l'identité justement occitane. On insiste sur la chocolatine, on va en parler de ça aussi. On insiste sur tout ça. Et c'est vrai que France Bleu Occitanie, en tout cas France Bleu, fait cette erreur-là, qui est effectivement à notre sens, je crois tous les trois, plutôt complètement stupide. Et en plus, ils ont enlevé une émission en occitan. Qui en plus, ce fait de ne pas passer des... Je veux dire, en théorie, bon, moi, vous le savez très bien, le terme langue de France, c'est pas mon kiff. Hein. Moi, étant moitié aranais, moi, je parle pas une langue de France, je parle une langue. Mais l'article 75.1, j'aime beaucoup le numéro de cet article, a dit les langues de France font partie du patrimoine de la République. Donc il reconnaît, même s'il ne reconnaît pas une officialité, il reconnaît quand même une existence et que ça fait partie de ça. Les radios, normalement, sont censées avoir un quota de chansons françaises. Donc, c'est tout ce qui est en langue régionale minoritaire de France, appelez-les comme vous voulez, ça rentre dans ce quota-là. Moi, j'ai un vieux fantasme depuis des années. Allez, je le dis à l'antenne, un jour, je finirai par le faire. C'est organiser une journée entièrement musicale un 14 juillet en ne passant pas un seul morceau de français. Et on ne pourra pas me dire que je ne suis pas dans les quotas, parce que quand je passe du basque, du corse, du créole, de l'alsacien, de l'occitan, je suis dans les quotas de langue française. Et donc, normalement, ça ne devrait pas poser problème, quoi. Mais ça va beaucoup plus loin que ce que tu dis. Aujourd'hui, si un producteur de n'importe quoi qui fait ses étiquettes en occitan, et uniquement en occitan, est dans une illégalité totale, et la DGCCRF lui tombe sur le paletot. C'est-à-dire que l'occitan est aujourd'hui illégal en Occitanie. C'est la marque d'un mépris pour cette langue magnifique, qui a eu cette époque extraordinaire avec les troubadours, quand même 460 troubadours, c'est plus que les Grecs, hein, d'accord, c'est un mépris, et le résultat, c'est que ça ne pousse pas à l'amour du pays France, hein, de la part des gens qui sont un minimum cultivés et qui ont un minimum de sensibilité. On n'aime pas celui qui t'appuie sur la tête et qui te laisse pas respirer, quoi. C'est vraiment c'est à des fois cet aspect culturel, linguistique est vraiment important, parce que c'est quelque chose de pas mesurable, et c'est quelque chose qui, par contre, c'est quelque chose qui reste toujours. C'est quelque chose qui reste toujours. Effectivement, quand on regarde ce qui se passe en Espagne, par exemple, l'actuel Premier ministre a rendu officiel au Parlement de Madrid le basque, le catalan et le galicien. Les gens qui veulent au Parlement s'exprimer en galicien s'expriment en galicien.
Je crois qu'on est à des kilomètres de ça. Je crois même, à des années-lumière. Je ne veux pas être pessimiste, je crois même que c'est même impensable. D'ailleurs, vous le dites aussi, notre chapitre, les médias n'en parlent pas. Personne, on dirait, veut en parler. Moi-même, là, c'est vrai qu'on n'en parle pratiquement pas. Bon, nous, c'est parce qu'on fait de l'occitan de façon naturelle, ou on n'en fait pas. On va éviter, disons, on va dire, nous, souvent, de parler en occitan, de l'occitan, pour parler de l'occitan. Ça, c'est le meilleur moyen de tuer la langue. Mais il est vrai que je regarde énormément les médias, personne ne parle de ce que vous dites, et pourtant, une fois de plus, on a encore cette fameuse exception française, j'ai envie de dire, de ce côté-là. C'est assez troublant. Alors, soit les médias ne veulent pas en parler, soit ils ne sont pas au fait de ça aussi, peut-être, pour certains journalistes. Voilà. Moi, je me pose la question. Comme ils sont à Paris. Quand je vois donc Yuval Harari, il a écrit Homo sapiens, Homo Deus, ça a été 2 best-sellers sur l'un c'est l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui et l'autre c'est le devenir de l'humanité, d'accord. C'est un Américain universitaire qui a eu un succès assez mondial et il écrit si le fédéralisme a vaincu le centralisme au plan mondial, ce n'est pas lié à un problème éthique ou un problème humain. C'est parce que lorsque la totalité des données doivent remonter, être concentrées et traitées par un petit nombre d'individus, le système peut produire des bombes atomiques, mais il ne peut produire ni Apple ni Wikipédia. C'est quand même quelque chose. Et lui-même écrit, aujourd'hui, il n'y a plus... Peut-être qu'il ne connaît pas bien la France, j'en sais rien, ou que c'est quand même un peu peanuts par rapport au monde entier. Mais il dit le fédéralisme a vaincu le centralisme partout. Donc ce que je veux dire, c'est que la norme, c'est le fédéralisme. Et c'est vrai que si on regarde en France, en Europe, je veux dire, autour de nous, le Portugal est un pays fédéral, l'Espagne est un pays fédéral, l'Italie est un pays fédéral, l'Autriche est un pays très fédéral, probablement le plus de l'Union européenne. La Suisse, n'en parlons pas, c'est une confédération. La Hollande, la Belgique, l'Allemagne, je veux dire, tous les pays sont des pays fédéraux, des pays dans lesquels, les États-Unis, la majeure partie des impôts est collectée par les communes et les régions. Les problèmes sont soit dépendant des communes, soit dépendant des régions, et l'État joue son rôle d'arbitre et du fait qu'il contrôle que les choses se passent bien. On est tellement plus fort quand on ne fait pas. Un État qui ne fait pas est tellement plus fort qu'un État qui fait. L'État qui fait, il passe son temps à se taper lui-même. Je ne vois pas pourquoi les collèges, les lycées, pourquoi il y a l'éducation nationale. Cette éducation nationale qui est la 2e administration du monde après l'armée chinoise. Aucun pays n'a d'éducation nationale. L'éducation est soit au niveau communal, en général pour les écoles primaires, soit au niveau régional, en général pour les collèges et les lycées. D'accord ? C'est comme ça que c'est organisé globalement et mondialement. Et si on regarde, on parlait tout à l'heure des régions qui nous entourent, la Catalogne par exemple, et c'est comme ça que effectivement les enseignants et l'enseignement et l'histoire qui est enseignée, les enfants en Catalogne apprennent l'histoire de la Catalogne et apprennent l'histoire de l'Espagne. Ils apprennent les deux. Et ils apprennent tout cela en catalan et ils apprennent également en castillan. Et moi, j'ai une petite fille. Je suis souvent en Catalogne. Je lui achète les devoirs de vacances en Catalogne. Et bien, moi, je peux vous garantir qu'elle n'a pas le niveau en anglais. Même si elle a un niveau d'anglais qui est bien meilleur que celui que j'avais moi quand j'étais au cours moyen 2e année, parce qu'effectivement, ils font de l'anglais, un tout petit peu, mais ils en font un peu, d'accord ? Mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le fait de parler catalan, castillan et anglais,
donne aux enfants catalans un avantage mais considérable et une ouverture considérable. Moi, que l'on n'a pas. J'ai tendance à le dire, ça choque les gens quand je le dis. Moi, je parle à peu près couramment 3 langues, même si mon anglais est un peu rouillé. Occitan, catalan, français. Celle qui, dans l'absolu, et c'est pas pour taper dessus de base, mais le moins utile, c'est le français, parce qu'avec le français, je peux parler, certes, avec mes compatriotes, mais avec les pays francophones. Avec l'anglais, bon, ça se parle plus ou moins partout. Avec l'occitan, je peux parler avec l'ensemble de l'arc latin, plus les pays qui ont été colonisés justement par des pays latins, donc toute l'Amérique latine. Donc l'occitan est quand même, moi, la langue qui me permet, qui est la plus internationale des langues que je parle, pour le dire comme ça, quoi. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un problème justement sur ce côté culture? C'est que tu compares avec la Catalogne, j'ai envie de dire, les dictatures, quelque part, et l'interdiction du catalan ont quelque part aidé au maintien du catalan. En France, c'est beaucoup plus pernicieux. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends les occitanistes nous dire « Ouais, on est victimes, on est des Indiens. » Non, vous voyez, moi, ça fait 25 ans que je parle tous les jours derrière un micro et on n'est pas dans une cave et j'ai jamais vu la Gestapo venir m'arrêter, quoi. C'est beaucoup plus pernicieux. Justement, j'ai l'impression qu'on enferme les gens dans des concepts idiots, genre la glottophobie et tout ça, qu'on leur invente une identité à mode « Ouais, Toulouse, en fait, t'es toulousain, tu dis chocolatine, tu manges du cassoulet, tu joues au rugby. » Et justement, ça se fait de manière plus pernicieuse. On a eu aussi tout le phénomène dans les campagnes, on l'a connu, où c'était l'ascenseur social, entre guillemets. On disait aux gens, bon, non, si tu parles pas toi, tu vas rester paysan, tu vas rester pauvre. Alors que si tu parles français, tu vas devenir justement cheminot, ou tu vas devenir facteur ou instituteur et tu vas monter. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce côté pernicieux quelque part qui fait que... Non, mais bien sûr qu'il y ait ce côté pernicieux. Et ce côté pernicieux, il va même pire que ça. C'est qu'aujourd'hui, on te dit, si tu veux gagner ta vie correctement, va habiter à Paris. D'accord ? J'ai travaillé dans un grand groupe français. Les secrétaires qui étaient basés en Île-de-France avaient une position de cadre. Celles qui étaient basées partout ailleurs, dans les usines, dans le reste de la France, étaient agents de maîtrise parce que ça permettait tout simplement, pour 2 personnes qui faisaient exactement le même métier, de payer l'une 1,5 fois ou 2 fois plus que l'autre. Je tiens quand même à le dire. Ce revenu, cet écart de revenus, j'insiste, parce que je trouve que c'est une inégalité qui est tellement criarde et qui est tellement peu diffusée. Le fait qu'à Paris, ce soit, le chiffre exact, c'est 257, je crois. Je ne veux pas raconter. 255, d'accord ? Le fait que le revenu net en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire y compris l'écart de prix du loyer, de la bouffe et compagnie, d'accord ? Soit de 2,5 fois plus à Paris que la moyenne de la France. Mmh. Le fait que, quand vous êtes en Île-de-France, l'État, au titre de la redistribution de l'impôt, d'accord ? L'État collecte l'impôt de la France entière et il redistribue. On pourrait s'attendre qu'il redistribue plutôt plus aux régions pauvres et plutôt moins aux régions riches. Je vous rappelle que le revenu, c'est 25 000 euros en moyenne dans toutes les régions françaises, plus ou moins. Avant, il y avait des écarts, mais avec les nouvelles régions, on est à peu près à 25 000 euros moyens. D'accord ? Et on est à 75 000 à Paris. D'accord ? C'est quand même énorme. Hein ? C'est-à-dire qu'il y en a un qui gagne 2 500 euros en moyenne, l'autre il gagne 7 500. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord ? Donc, on parlait des Bretons. Les Bretons, ils n'ont qu'un rêve, c'est aller à Paris. Avec des trains permanents, toutes les 3 minutes. Ils essayent de continuer à habiter Rennes, comme ils n'ont qu'1 heure de train, mais ils travaillent à Paris. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le revenu à Paris est de 7 500, le revenu à Rennes est de 2 500. Et ça leur paye le train, largement. Oui, mais... Donc, ce que tu disais pour l'Occitan, en disant on nous a imposé d'arrêter l'Occitan parce que c'était l'ascenseur social, aujourd'hui, on nous dit, on fout des TGV partout et venez travailler à Paris. Et si vous ne venez pas travailler à Paris, vous allez rester avec des salaires de misère dans vos régions.
Mais personne n'en parle. Et le pire, c'est, je le répète, l'État a une masse d'impôts. Alors, les gens se battent parce que, 3000 emplois de fonctionnaires, c'est des conneries. Les débats du Parlement sont à pleurer. Il n'y a qu'un indicateur qui est important. Combien l'État renvoie dans chaque région par habitant. C'est celui-là qui est important. C'est pas savoir si on a 3000 fonctionnaires, 3000 enseignants de plus ou 3000 enseignants de moins. Ou pareil pour la santé. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que je maintiens une égalité territoriale ? Est-ce qu'au contraire, j'ai tendance à donner plus aux régions qui sont plus pauvres ? D'accord ? Eh bien, l'État redistribue par habitant 3 fois plus aux habitants d'Île-de-France qu'aux habitants du reste de la France. 3 fois plus. C'est pas étonnant qu'ils soient 3 fois plus riches. D'accord ? Mais personne n'en parle. Ce jacobinisme, c'est mortifère sur le plan culturel. Et ça, c'est très grave. C'est mortifère sur le plan de la performance. On n'en a pas parlé, mais on va en parler. Hein, et c'est mortifère sur le plan de l'égalité sociale. Ces 3 éléments du puzzle, il faut vraiment les mettre en relief et arrêter ça. Alors, je parle de performance, d'accord ? Venons-en justement aux performances. Soyons performants. C'est quand même intéressant de regarder des pays semblables aux nôtres, d'accord ? Ah, mais il n'y en a pas, monsieur, la France est unique. Ouais. Et de regarder combien les gens dépensent par habitant. Donc, si je prends nos amis suisses, ils ont 35 emplois publics par habitant. Le nombre d'emplois publics est quasiment proportionnel au coût. Parce que aujourd'hui, ce qui compte, c'est les salaires, plus que pour le fonctionnement d'un État, le fonctionnement d'une entreprise, c'est bien le nombre de personnes qui conduit au coût. Donc, on a 35 emplois publics pour 1000 habitants en Suisse, avec une protection sociale remarquable. En Suisse, il n'y a pas des soins à 2 vitesses, hein, d'accord ? Il n'y a pas des dépassements d'honoraires, des trucs. Il y a des règles. Ils n'ont que 7% de charges sociales. On en a 100%, ou quasiment, d'accord ? Donc ça permet d'avoir des salaires 2 fois plus élevés pour le même coût. D'accord ? Si je prends les pays juste avec lesquels on se compare toujours, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, un peu plus grand, un peu plus petit, mais voilà, d'accord ? Ils sont à 44 emplois publics pour 1000 habitants. La Grande-Bretagne est au même chiffre, d'accord ? Et la France, c'est à 85. On est à 2 fois plus d'emplois publics par habitant que les autres. On a donc un coût de fonctionnement de l'entreprise France qui est 2 fois plus élevé. Mais c'est complètement normal. Parce que, avec ce système jacobin, qu'est-ce qu'on a mis en place ? On a tout centralisé. Même les choses qui n'ont pas à être centralisées. Hein ? L'éducation primaire, si c'est de la responsabilité des communes, il n'y a pas besoin d'un ministère de l'Éducation nationale à Paris. Hein ? D'accord ? Ça ne sert à rien. D'accord ? Les maires, ils vont gérer ça très bien et sans problème. D'accord ? Comme l'État français n'a pas confiance, il a mis le contrôle, et puis il a mis le contrôle du contrôle. Donc il a créé une agence pour contrôler le contrôle qu'il a mis en place. Mais qui les contrôle à eux ? Mais comme il n'a pas confiance, il a mis en place le contrôle du contrôle du contrôle. D'accord ? Donc on a des gens hors sol qui ne savent pas ce que c'est que le boulot, ouais, d'accord ? Qui coûtent une fortune
parce que ils sont tous basés à Paris, parce qu'il n'est pas question de mettre une agence en dehors de Paris. Alors, les gens ne sont pas fiables, d'accord ? Le fameux petit gris. Et puis, c'est du menu fretin, d'accord ? Donc, on a mis tout ça, moyennant quoi, on a 2 fois plus d'emplois publics par habitant que nos amis allemands, espagnols. Et pas forcément les plus utiles. Parce qu'on ne va pas se mentir, là où il y a des manques sur l'emploi public, c'est la santé, c'est l'éducation. Mais ceux dont on parle, effectivement, ne servent à rien. C'est les petits gris. C'est ceux qui sont là depuis plusieurs générations. Mais si, c'est grâce à eux que la NPE est devenue Pôle emploi, puis France Travail. Ces gens-là que la CAF deviendra France Famille et la préfecture France Pas. Non, c'est pas ça. Ce qu'un confrère appelle les petits gris, ce sont ces gens qui on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, peut-être avec du copinage ou avec ce millefeuille administratif qui plombe le bateau France. Mais justement, il y a quand même un truc dont il faut tenir compte. Tu citais l'exemple de la Suisse. Moi, j'ai quelques copains qui sont ingénieurs, qui ont failli aller bosser en Suisse, notamment pour Rolex et des trucs comme ça. Et ils me disaient, il y a plein de Suisses, ceux qui ne sont pas au fin fond, ils travaillent en Suisse, mais ils vivent en France. Parce que justement, ils considèrent que le coût de la vie est moins cher. Ouais. Tout le monde là se bat en nous disant, oui, mais il faut le fameux TGV Toulouse-Paris, s'il faut relier Toulouse à Paris. Relier Toulouse à Paris, ça veut dire relier aussi Paris à Toulouse. Vu le temps de transport pour un Parisien quand il rentre chez lui, plutôt que d'aller vivre dans une banlieue où ça va lui coûter cher, ça va aussi vite de prendre le train et de descendre dans le coin. Ce qui entraîne une hausse des prix des loyers, ce qui n'entraîne pas forcément une hausse des salaires chez nous, et qui donc rend de plus en plus difficile pour les gens du coin, même pas l'accès à la propriété, mais ne serait-ce que l'accès à la location. C'est pour ça que je suis toujours étonné que Carole Delga, pourtant socialiste et pourtant humaniste et de gauche, valide à ce point-là et se batte autant pour faire venir les Parisiens à Toulouse. Ça reste pour moi un mystère. Et venant de Marseille, quand le TGV est arrivé, je peux dire que c'était un gros problème, notamment effectivement avec le prix des loyers, mais pas que, avec tout ce qui va dans le trafic de drogue et compagnie. Ouais. Surtout depuis que la France a enfin découvert qu'on pouvait travailler en télétravail depuis le confinement, je veux dire, dans l'absolu, il y a moyen de s'aménager un poste, tu poses 3 jours. Et... Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi vraiment, ce que je comprends pas, c'est... Il n'y a quand même pas que des imbéciles à l'Assemblée nationale. Non. Je pense que les effets pervers du centralisme sont connus d'un certain nombre. Je pense que tout ce qu'on vient de raconter est connu. Et vraiment, je ne comprends pas pourquoi la France est le seul pays du monde à persister dans cette erreur mortifère. Je ne sais pas si c'est par choix, par intérêt, par ignorance, par fuite en avant, ou parce que les gens sont tellement formatés qu'ils n'arrivent pas à sortir, à avoir un minimum de recul. Dans le monde entier, le centralisme est éliminé. Dans le monde entier. Créer des administrations pour contrôler, ça ne sert à rien. Et à la limite, s'ils foutent rien, tant mieux. Parce qu'au moins, ils n'auront pas d'effet pervers. Mais ils coûtent. Mais ils coûtent. Oui. J'avoue que je ne sais pas. Et... quand on ne sait pas, on ne dit pas. Il faut une radio comme Radio Occitanie pour pouvoir s'exprimer sur ce sujet, parce que sur les médias, dans les médias nationaux, c'est impossible. C'est impossible de faire passer une tribune de ce type dans un journal comme Le Monde. C'est impossible de passer sur Radio France. Quand le Monde se remettra à faire du journalisme, peut-être qu'on pourra. En attendant, ce qui me fait peur, c'est que tout ce que vous avez dit, entre le fait que soit ils s'en moquent, soit ils savent pas, soit c'est une fuite en avant, soit tout ça, j'ai peur que ce soit tous accumulé et que de toute manière, les médias maintenant, aujourd'hui, pour la grosse majorité, en tout cas les médias nationaux, ne voient qu'une seule chose, c'est est-ce que ça va intéresser les Français ? Et donc, pour eux, non. Et donc, on n'en parle pas parce que ça n'intéresse personne et on ne peut pas vendre notre papier. Moi, j'ai peur que ce soit simplement à cause de la validité, quoi. Enfin, c'est ça qui m'inquiète. C'est que je crois que tout ce que vous avez dit réunit le fait de pourquoi on n'en parle pas, pourquoi
on ne parle pas du fédéralisme et de pourquoi on est le seul pays au monde à fonctionner. Comment on fonctionne ? J'ai peur que ce soit dû à ça, que le journalisme en réalité en France soit de plus en plus éteint et soit de plus en plus du journalisme de TikTok et de réseaux sociaux. Il y a aussi une réalité de formatage. Petite anecdote, pour en avoir parlé avec un collègue de France 3. Quand il y a eu la fusion des régions, la direction de France 3 avait décidé la suppression de 24 équivalents contrats pleins, il me semble, sur l'ensemble des 2 régions. Bon, le premier truc qu'avait fait le nouveau rédac-chef en arrivant, c'était embaucher en contrat temps plein sa femme comme assistante. C'est ce système. Mais ce que m'avait expliqué le collègue, j'avais dit, mais comment ça se fait ? Parce que vous prenez France 3, là c'est Pierre, il y a un énorme studio en bas, mais qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, il appartient à France 3 Productions, donc ceux qui font des films. Donc, ils n'ont pas le droit de s'en servir des fois que. Il est utilisé 1 à 2 fois par an. Et surtout, moi, comme je disais aux collègues, qu'on va appeler Benazet R pour préserver son anonymat. Voilà, et qu'on le salue. Il me disait, mais le truc qui fait que France 3, on ne fait pas autant d'infos régionales qu'on devrait le faire. Feu Maurice Andrieux t'aurait dit, en passant à France 3, elle a perdu le R de région. C'est Paris. Parce que France 3 Paris a peur que si jamais ça devient comme ça, qu'ils sautent et que ça soit France 2. Parce que dans leur tête, ils n'arrivent pas à calculer qu'on peut faire de l'info locale à Paris. Paris Première l'a fait pendant des années, et ils faisaient ça très bien, que Paris, c'est pas... Et c'est le formatage des écoles de journalisme. Regarde combien on a eu de stagiaires ici à qui on a expliqué que c'était plus intéressant pour les grèves SNCF d'expliquer qu'il n'y aurait que 3 trains entre Toulouse et Tarbes plutôt que de donner le nombre de RERB. Quoi. C'est voilà. C'est le problème, il est également dans nos médias, malheureusement, et quand on nous dit, ce que vous disiez pour les entreprises, va travailler à Paris, tu seras mieux payé, nous c'est pareil, va à Paris, tu seras dans un grand média, voilà. Mais bon, si c'est pour ne parler finalement que de choses qui n'intéressent que Paris, c'est pas très intéressant. Mais il paraît qu'il y a des grands médias et de grandes langues. Il y a un chroniqueur de Express qui m'a expliqué ça, que je salue. Mais un des conséquences de cette non-performance... c'est pas nous qui allons la payer, c'est ceux d'après. Exactement. J'aurais tant aimé vivre dans une France où je ne transmettrais pas à mes enfants et à mes petits-enfants une dette considérable, où ma génération aurait géré en prenant en compte l'intérêt des générations futures. Hélas, la dette officielle de la France est de 3 400 000 milliards d'euros. Les gouvernements de droite et de gauche ont inventé le hors-bilan qui comprend 2 types de dépenses. D'une part, le coût des retraites de la SNCF et le coût des retraites des fonctionnaires. Et d'autre part, les dépenses de développement du pays type CNES, CNRS. Ce hors-bilan représente 4 300 000 milliards. Si on additionne les deux, on arrive à 7 700 000 milliards, soit 257% du produit intérieur brut. Le record du monde, pire que le Soudan, qui est à 183% du PIB. La France est devenue addicte au déficit. On a aujourd'hui hypothéqué l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants parce qu'on ne veut pas remettre en cause ce centralisme. Il faut voir jusqu'où on va. Bien sûr, personne n'ose dire qu'il va falloir baisser le pouvoir d'achat, d'accord ? Donc il va falloir... donc on fait du déficit. On taxe. Et on n'hésite pas à plomber l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants plutôt que de dire on a un vrai problème. C'est parce qu'on est jacobin, centralisateur. On doit foutre ça en l'air et changer. Renverser la table. Et je veux dire, on va jusque-là. Jusqu'à hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est vraiment incompréhensible. Incompréhensible. Après, il y a un phénomène aussi qui joue, c'est que c'est vrai que dans notre tête, à nous, gens lambda, entre guillemets, 7 700 milliards de dollars, oui, on se dit c'est beaucoup, mais c'est une somme où on n'arrive pas... Je vais faire un parallèle idiot, mais je me souviens, moi, quand justement Sarkozy était passé et qui s'était augmenté à 25 000 euros par mois,
Sachant que dans la tête du lambda, 25 000, ça parle pas forcément. Moi, je disais tout le temps aux gens, alors c'est pas compliqué. Avec le salaire mensuel du président, nous, en tant que Radio Occitanie, on est en train de payer, on peut payer un SMIC 35 heures chargé. C'est-à-dire avec les charges prises en compte et tout. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi, c'est que par moment, on touche à des sommes tellement énormes que les gens, ça les dépasse. On est le record du monde. On est plus endetté que le Soudan. On est plus endetté que des pays de cette nature. D'accord ? En pourcentage du produit intérieur brut. Je veux dire, et on n'hésite pas. On n'hésite pas à faire du déficit. On n'hésite pas à dire, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont payer. Normalement, non, parce qu'en plus de ça, on crée un déficit aussi climatique, ce qui fait que peut-être qu'il n'y aura même pas de petits-enfants et de petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est après nous le déluge. Au-delà d'un problème de centralisme, je crois aussi qu'il y a un problème de réalité. Ces gens sont déconnectés. Effectivement, on voit qu'on finance énormément le CNRS. Vous le dites, le CNRS, c'est ceux qui viennent de créer, de mettre énormément d'argent pour aider les gens à quitter X. Au nom de la liberté d'expression. Voilà le travail du CNRS. Pas que ça non plus. C'est faire des enquêtes sur des animateurs télé. Voilà le travail du CNRS. C'est des millions d'euros dont on pourrait potentiellement se passer et rediriger. Le CNRS, ils servent aussi en recherche. Ils ont quand même pas mal servi justement on a beaucoup sur de chercheurs toute la qui période. cherchent mais qui ne trouvent pas. C'est le problème, c'est qu'ils recherchent, mais je connais, moi aussi j'ai des amis qui bossaient au CNRS et qui m'ont dit on cherche beaucoup, on est très mal payé, en plus on ne trouve pas. Mais où va l'argent ? Moi, à la limite, je critique. Mon sujet n'est pas de critiquer le CNES ou le CNRS. Mon sujet est de dire pourquoi on l'a foutu dans le hors-bilan et pourquoi c'est pas dans la dette dont parle le Premier ministre et le Président de la République. Ils connaissent très bien ces chiffres. Les chiffres, ils sont publics. Les 7 700 000 milliards. C'est totalement public, c'est pas caché, d'accord ? Sauf qu'on s'arrête à 3400 parce qu'à 3400, on est au même niveau que les États-Unis, on est au même niveau qu'un certain nombre de pays. Alors voilà. Par contre, à 7700, à 257% du PIB, on est le record du monde, on est le champion, d'accord ? Derrière nous, il y a le Soudan, derrière nous, il y a en ce moment le Liban, parce qu'avec la crise qu'il a subie, son PIB s'est contracté, mais le Liban, avec son nouveau Premier ministre et son nouveau Président de la République, j'espère, va se relever très rapidement, et on verra bien que les choses vont évoluer, quoi. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que ce centralisme a vraiment des effets pervers dans ces trois dimensions. Dimension culturelle, qui provoque pour le moins un non-amour de la France, pour les gens qui sont inscrits dans la culture de leur région. J'ai des amis alsaciens, j'ai des amis bretons, je veux dire, ils sont tous dans la même situation, d'accord ? À percevoir la même chose que nous. C'est sur le plan de la performance économique une catastrophe, et ça Yuval Harari le dit bien mieux que moi. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le fédéralisme a disparu, le centralisme a disparu au plan mondial, et il reste la France. D'accord ? Donc c'est peanuts. Donc la France doit disparaître. D'accord ? Voilà. Ça a des effets pervers parce que les gens sont responsables de rien, parce que les opposants sont responsables de rien. Si on avait des régions qui pilotaient la santé, qui pilotaient l'éducation, l'université, qui pilotaient les infrastructures, et qui un vrai, et conséquence, la TVA, par exemple, collectée dans une région aille à la région, d'accord ? On aurait un vrai pouvoir. Et les gens de l'opposition au niveau de l'État, auraient des vraies responsabilités et seraient dans cet état d'esprit constructif, ne seraient pas dans une frustration parce qu'ils sont dans l'opposition permanente. D'accord ? On n'aurait pas créé des dettes aussi considérables pour les générations qui viennent. Et ce n'est pas très compliqué d'aller faire comme font tous les autres pays. De prendre la manière dont fonctionne l'Autriche, la manière dont fonctionne l'Allemagne, la manière dont fonctionnent les Pays-Bas, la manière dont fonctionne l'Espagne, et puis de dire, les communes vont gérer ça,
en totalité. Ils sont responsables. Les régions vont gérer ça. Et c'est quand même très simple. C'est très simple. C'est effectivement un manque Mais de si volonté. c'est si simple, pourquoi on ne le fait pas? Je sais pas. Je sais pas, c'est ma question. C'est toute la question. Est-ce que c'est par intérêt, par ignorance, par fuite en avant, par choix? Je sais pas. Le tout. Je sais pas. Le tout, Mais ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresserait de pouvoir interviewer un journaliste, un rédacteur en chef. On les invite d'ailleurs, on peut les inviter effectivement. J'avais déjà et leur essayé à une demander époque. pourquoi. Ouais. Pourquoi Et- Pourquoi on a un papier relativement simple, un papier qui fait un peu la synthèse de ces trois dimensions. Et pourquoi on s'accroche à ça? Pourquoi on s'accroche à ça? Après, des politiques. Après, en même temps, les jeunes générations, il faut le souligner, ils font pas d'efforts. Moi, j'arrête pas de dire à mon fils, écoute, maintenant, trouve un boulot, trouve un appart et tout. Il me répond, papa, je peux pas, j'ai 12 ans, il faut que j'aille au collège. Franchement, il pourrait faire un effort. On va faire un effort. Non, et puis aussi Faut qu'il paye nos dettes au boulot. des politiques. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse parler des politiques justement qui se trouvent sur Paris, qui sont députés, qui sont sénateurs. On en a plein. Ce serait bien potentiellement un jour de faire une table ronde radio. Si tu veux, j'ai le numéro d'un élu local qui est maire à Pau, je crois. Oui, on peut. On doit pouvoir. On peut avoir, effectivement, pour ceux qui... François Bayrou, on peut avoir François Hollande, que des François finalement. François Ier. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir des politiques aussi qui sont dans ce système-là, On peut avec avoir d'autres François journalistes. Mitterrand. On peut essayer, ça va être compliqué. En tout cas, c'est à travailler. On a fait le tour, je crois. On a fait le tour. Je pense que on en fera d'autres épisodes. Nos auditeurs ont compris. Ils ont une heure de toute façon, complète. on pourrait continuer des heures. On pourrait continuer des heures, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant et extrêmement perturbant aussi. Et peut-être que beaucoup de questions qui se posent à l'heure actuelle, notamment sur beaucoup de chaînes d'infos et tout ça, peut-être qu'il y a quelques réponses là-dedans. Si remarque, tiens, on peut peut-être finir par la petite question piège, justement. Ouais. Question d'actualité un peu piège. Donc, on l'a vu, François Bayrou est Premier ministre. François Bayrou est quand même un élu local à la base et quelqu'un de très impliqué, notamment sur les langues régionales et tout, machin. D'après vous, l'arrivée de Bayrou, ça a changé un truc ou pas? Je pense que si François Bayrou réussit à ne pas être censuré et à faire passer un budget, il aura fait un travail considérable. Le problème, c'est que pour faire des choses, il faut une majorité. Et aujourd'hui, aller s'attaquer à un sujet comme ça, comme celui-là, c'est se prendre à coup sûr une motion de censure. Donc, je ne dis pas qu'il ne serait pas la bonne personne pour le faire ou qu'il ne serait pas une des bonnes personnes qui aurait pu faire évoluer les choses dans ce sens-là. Je dis juste que les conditions actuelles ne vont pas lui permettre de bouger bien. Il a quand même mis un ministre de la décentralisation. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Je ne sais pas ce qu'il va lui faire faire. Et il a quand même dit, il y a 1000 agences de l'État basées à Paris. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà. Maintenant, je vais décentraliser sur Pau. Oui, mais ça, ce serait déjà un grand progrès. D'accord? Ce serait déjà un grand progrès. Parce que le drame, c'est que toutes ces agences soient à Paris. C'est ça le drame. Hein? Si déjà ces agences... c'est réparti. Pourquoi le siège du CNES est à Paris? Alors que 80% des employés du CNES sont en Occitanie. Pourquoi le siège de la météorologie nationale est à Paris? Alors que tout le centre de recherche, de développement... oui, Paris ne doit pas être l'endroit le plus idéal pour la météo. Pourquoi Sud Radio est à Paris? Pourquoi Sud Radio est à Paris? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est...
on continue à tourner en rond, quoi. Hein. Mais c'est toujours toujours le même sujet. Comme dirait l'autre, tant qu'Evire fasse le tour. Exactement. Merci Dominique Drouet d'avoir été avec nous. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Think Merci Tank pour Polygalis. cette interaction. Et s'il y a une petite pensée, vu le sujet qu'on a eu pour l'ami Bertrand de Lafarge, qui nous a quittés il y a quelques jours. Ouais. Adio ami, che tem fag espace, la lutte continue. Et nous ferons, je l'annonce maintenant, parce que je vous en ai parlé un tout petit peu avant l'enregistrement, j'en ai parlé à Jean-François Lafont, président de Convergence Occitanie, de faire une émission spéciale pour Bertrand de Lafarge d'ici peu. Voilà. Quand je suis arrivé en 2016, il était encore en forme. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui au départ sur un certain nombre de sujets, dont sur la décentralisation. Et en tout cas, je tiens à lui rendre hommage. Il a vécu, le pauvre, une fin de vie très compliquée. Et c'est peut-être une forme de délivrance, même si je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais en tout cas, ça faisait un petit moment qu'il nous avait quittés pour de vrai, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Dominique Drouet, d'avoir été avec nous sur Radio Occitanie. Merci à tous et merci à Radio Occitanie.